Bonjour à toutes et à tous, hein. Merci de venir assister à ces différentes vidéos en ligne, hein, de ce colloque d'un genre un peu nouveau, virtuel, confiné, mais ouvert à tout le monde. Et donc, je tiens à remercier tous les enseignants-chercheurs, tous les professionnels du droit qui ont répondu positivement à nos sollicitations, souvent avec enthousiasme. Et donc, j'espère que ce colloque virtuel sera utile, hein, pour tout le monde et surtout fera progresser la réflexion nécessaire, hein, sur l'utilité du droit social et le sens que doit avoir le droit social dans cette période de crise et après cette période de crise, parce que bien entendu, un certain nombre de décisions qui peuvent être prises maintenant pourront jouer à l'avenir. Alors, je vais vous parler concernant de l'activité partielle, un dispositif assez particulier dans ces changements réglementaires et législatifs, hein, qui sont intervenus à la fin du mois de mars. Alors, ce sujet a une double importance selon moi. Une importance déjà factuelle, à savoir que l'activité partielle concerne plusieurs millions de salariés à l'heure actuelle, hein. On est dans un chiffre qui se situe, je crois, à 8 millions de salariés en activité partielle, est absolument énorme. Il n'est jamais arrivé dans l'histoire du droit français. Et c'est vrai que moi, j'étais toujours étonné de voir le dispositif d'activité partielle peu utilisé en France par rapport au cas italien et au cas allemand. L'Italie et l'Allemagne utilisent depuis des années, depuis des dizaines d'années, massivement l'activité partielle en période de crise et hors période de crise macroéconomique, hein. C'est un dispositif qui est très utilisé en Allemagne et en Italie. En France, on était dans une utilisation qui était relativement faible de ce dispositif, environ 100 000 ou 100 ou 200 000 salariés. Et là, subitement, on a, comme je vous l'ai dit, 8 millions de salariés qui sont en activité partielle. Donc, ça change quand même la conception que l'on peut avoir de ce dispositif et l'utilité qu'on peut en avoir. Je pense que c'est un dispositif qui est devenu, du coup, central en droit du travail français, de facto, hein, du fait de cette utilisation. Et je pense qu'après, une fois que cette pandémie sera terminée, je pense que les employeurs, peut-être maintenant, connaîtront mieux ce dispositif et l'utiliseront plus que par le passé. Donc là-dessus, je pense qu'on peut prévoir un succès futur, hein, bien après la pandémie de ce dispositif. Donc ça, c'est le premier point qui, je pense, mérite, hein, de faire d'étudier l'activité partielle. Et le second point, c'est bien entendu que ce dispositif a été modifié. Il y a donc à la fois une ordonnance et un décret qui sont intervenus. Le décret du 25 mars 2020, hein, numéro 2020-325, et l'ordonnance du 27 mars, numéro 2020-346, hein, qui a été prise en application de la loi d'urgence, hein, du 23 mars 2020. Donc on a deux textes très importants qui modifient assez substantiellement l'activité partielle. Alors, pour l'instant, je dirais à titre provisoire, il y a beaucoup de dispositions qui auront vocation à ne pas perdurer une fois la pandémie terminée. Mais la question qu'on peut se poser, c'est que ce provisoire va-t-il quand même durer après la pandémie? C'est quand même une question qui reste ouverte à l'heure actuelle. Donc, deux raisons pour s'intéresser à l'activité partielle. Alors, l'activité partielle, j'en avais déjà parlé dans un autre colloque en ligne, hein, qui a été fait par des professeurs de droit public, M. Rollin et Clama. Et j'avais évoqué plutôt l'histoire de l'activité partielle parce c'était avant que ces textes ne sortent. Et ce que j'avais dit, je renvoie à cette intervention, c'est que finalement l'activité partielle a une longue histoire en France et il y a eu plusieurs manières de concevoir l'activité partielle. L'activité partielle, déjà avant 2013, on la nommait chômage partiel, ce qui était certainement plus vrai. Je pense que le terme d'activité partielle est très trompeur, voire orwellien, on pourrait dire, pour employer un adjectif un peu à la mode, parce qu'il s'agit en général de tout sauf d'activité. On parle d'activité partielle, mais le salarié n'est pas actif, son travail est suspendu. Alors, l'activité partielle a été créée dans les années 1950, hein, il y a eu un décret de 1951 qui le construit comme une alternative au chômage total. Et donc, à l'époque, on parlait de chômage partiel. Et donc, l'adjectif, hein, partiel ne visait pas la durée du travail, mais visait la suspension plutôt que la rupture du contrat de travail. Donc, on avait le chômage total qui était relatif à une rupture de contrat et le chômage partiel qui est relatif à une suspension du contrat de travail. Donc, le chômage partiel, hein, a d'abord été, ou activité partielle pour employer le terme moderne, a d'abord été construit par rapport et dans l'ombre, je dirais, du droit du chômage total. Ça, c'est la première conception un petit peu frustre peut-être,
peu insuffisante du chômage partiel qui a duré jusqu'aux années 1970. Et à l'époque, dans les années 50, les motifs de chômage partiel sont essentiellement des motifs très conjoncturels. On est dans l'après-guerre, donc ce sont des manques de matières premières, des manques de combustible, donc des motifs assez brefs et donc du coup assez rares quand même. Dans les années 60 et surtout dans les années 70, le chômage partiel va s'ouvrir à des circonstances, à des raisons plus économiques, soit vraiment des motifs économiques, tels qu'on peut les concevoir en droit du licenciement économique, soit des réorganisations avec une vision un peu plus large peut-être de raisons économiques, plutôt que les motifs économiques stricto sensu qui existent dans le licenciement. Et le grand virage qui est fait, c'est 1975, dans lequel finalement on indique que le chômage partiel est une alternative à l'activité partielle, à savoir une alternative au licenciement économique, à savoir qu'on construit un droit, le droit du licenciement économique, et on construit une alternative pour éviter les licenciements économiques, ça sera le chômage partiel. Et donc du coup, on adosse de manière très proche chômage partiel et licenciement économique. Et d'ailleurs, dans le Code du travail de 1975, les articles sur le licenciement économique précèdent ceux sur le chômage partiel, mais ils sont vraiment dans le même chapitre, dans le même groupe d'articles. Donc on a vraiment deux dispositifs qui sont créés en 75, l'un par rapport à l'autre, avec d'ailleurs la même exigence en 75 d'autorisation administrative, avec une procédure qui est très comparable à l'époque. Et donc du coup, on est dans cette idée que le chômage partiel est une alternative au licenciement économique. Et globalement, encore aujourd'hui, on est dans cette idée-là. J'en veux pour preuve les discours de la ministre du Travail, Madame Pénicaud, qui, lorsqu'elle a parlé du chômage partiel, de l'activité partielle, lors de cette crise, a dit que l'activité partielle était faite pour éviter les licenciements économiques. Donc c'est le but principal qui est encore mentionné par le ministre du Travail et par le législateur, c'est bien entendu d'éviter les licenciements économiques grâce à l'activité partielle, pardon, et donc à la suspension des contrats de travail. Alors, la question que je pose, c'est est-ce qu'on est encore totalement dans cette logique-là? Et ma thèse est que non, on n'est plus totalement dans cette logique-là, qu'on est en train de changer de logique. Pourquoi? Parce que le chômage partiel tel qu'il a été créé dans les années 50 et dans les années 1970 est un dispositif qui est prioritairement favorable aux salariés. On est là pour sauver des contrats de travail et donc du coup pour venir en aide en priorité aux salariés pour éviter que son contrat de travail ne soit rompu. Donc la manière dont on a conçu ce dispositif, aussi bien dans les années 50 que dans les années 1970, c'est une manière donc de sauver, de sauvegarder des contrats en les suspendant. Alors certes, dès 1975, on voit bien que l'activité partielle sert aussi les employeurs. Pourquoi? Parce qu'un employeur qui suspend son contrat de travail, le contrat de travail de son salarié, ça lui permet de garder le salarié sous le coude, entre guillemets, et donc, dès que l'activité repart, eh bien, de pouvoir immédiatement reprendre la production avec des gens qui sont restés en place, qui n'ont pas cherché du travail ailleurs, qui sont restés disponibles, prêts à retravailler. Donc, on avait déjà, bien entendu, dès 1975, cette idée aussi que l'activité partielle sert les intérêts des employeurs. Mais je pense que le virage qui est pris par l'ordonnance et par le décret de mars 2020 est un virage qui fait la part belle aux demandes des employeurs. Alors peut-être faut-il revenir un petit peu sur ces deux textes. Alors l'ordonnance du 27 mars 2020, elle étend le dispositif d'activité partielle à des entreprises qui d'habitude n'y ont pas accès. Je pense notamment aux entreprises qui emploient des travailleurs à domicile, souvent des employeurs particuliers, et également des entreprises semi-publiques qui n'ont pas d'habitude utiliser ce type de salariés. Donc il y a une extension du régime de l'activité partielle sur des employeurs qui ne sont d'habitude pas concernés. Le texte le plus intéressant, c'est le décret donc du coup du 25 mars, qui, lui, modifie la prise en charge financière des allocations d'activité partielle et la procédure d'attribution d'activité partielle. Et ces modifications, nous allons voir qu'elles sont effectivement beaucoup plus favorables aux employeurs qu'aux salariés. Alors, l'activité partielle, donc je vous l'ai dit, elle est favorable aux salariés, dans le sens où le salarié a son contrat de travail suspendu, donc ça c'est un gros avantage. C'était le cas avant 2020,
Ça continue bien entendu à être le cas. Donc ça, le dispositif moderne est toujours favorable aux salariés dans le sens où ce contrat de travail est suspendu et dans le sens où, pendant la durée d'activité partielle, eh bien, il n'y aura pas de possibilité de licenciement économique. Tous les salariés qui sont à l'heure actuelle, qui ont à l'heure actuelle leur contrat de travail suspendu, sont provisoirement, mais quand même, protégés du licenciement économique. Alors, vous l'avez bien compris, cette protection, elle n'est que temporaire. Et donc, une fois le dispositif d'activité partielle terminé, il y a un risque certain de licenciement économique. Et d'ailleurs, des économistes avaient travaillé déjà sur les anciens dispositifs d'activité partielle et montraient que la mise en place de l'activité partielle est un risque très fort, hein, accroît très fortement les probabilités de licenciement économique pour les salariés dans les 2 ans de l'activité partielle. Donc, du coup, on a quand même un fort risque de licenciement économique après, une fois que l'activité partielle est terminée. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup d'entreprises qui sont fragilisées économiquement, c'est évident. Donc, on a effectivement ceci qui est un avantage pour le salarié, mais qu'il faut relativiser. Autre avantage pour le salarié qu'il faut relativiser, c'est la prise en charge, hein, effectivement, du salaire. Le salaire est pris en charge, mais partiellement. On est à une hauteur de 70% de la rémunération brute, soit un peu plus de 80% de la rémunération nette, 84% de la rémunération nette. Donc le salarié continue quand même, hein, de toucher une partie de son salaire précédent. Alors, cependant, ce n'est pas l'intégralité de son salaire et il faut faire attention parfois aux primes accessoires qui vont disparaître et qui peuvent du coup fortement baisser, hein, la rémunération effective, hein, touchée par le salarié. Donc là, le salarié a un avantage relatif, hein. Certes, il n'est pas totalement démuni, mais s'il est en activité partielle, il ne gagne pas tout son salaire. Et le décret de 2020 n'a pas modifié ce point-là. Alors, quelles sont les modifications qui ont été faites par le décret de 2020? Eh bien, essentiellement, elles sont d'ordre indemnitaire pour l'employeur. C'est-à-dire qu'avant 2020, il y avait un forfait. C'est-à-dire que le financement, enfin, l'activité partielle était financée par l'État et par l'UNEDIC. Et on avait une somme forfaitaire qui était inférieure à 8 euros de l'heure, qui était entre 7,20 € et 7,70 € de l'heure selon la taille de l'entreprise, qui était versé à l'employeur. Et donc, du coup, le reste, hein, était à la charge de l'employeur. Donc, pour un salarié qui était au SMIC, l'employeur n'avait pas énormément de sommes complémentaires à verser. Par contre, plus les salaires augmentaient, et bien entendu, plus l'employeur devait mettre la main à la poche, entre guillemets, pour compléter, hein, le versement des indemnités d'activité partielle aux salariés. La modification qui est donc du coup, vous l'avez compris, très importante pour les finances publiques et pour l'employeur, c'est que dorénavant, hein, depuis le décret du 25 mars, eh bien, l'idée, c'est que l'État et l'UNEDIC, hein, prennent en charge donc du coup 100%, hein, des sommes devant être versées par l'employeur aux salariés jusqu'à 4,5 SMIC, ce qui correspond à l'immense majorité des salariés, hein, j'ai plus de 4,5 SMIC, il faut que c'est quand même une part assez peu importante, hein, des salariés, un pourcentage assez peu important des salariés qui sont au-delà de 4,5 SMIC. Donc on a un geste de l'État et de l'UNEDIC, hein, sachant que dans le domaine précédent, on avait un financement qui était aux 2 tiers de l'État et à 1 tiers de l'UNEDIC environ. Là, on ne sait pas comment va se répartir, hein, cette nouvelle charge. Mais en tout cas, là, on a un geste très très important vis-à-vis de l'État et vis-à-vis des entreprises, pardon, de l'État vis-à-vis des entreprises. Et l'idée est de dire aux employeurs, voilà, l'activité partielle, il ne faut qu'elle ne vous coûte rien jusqu'à 4,5 SMIC. Donc là, on a, à mon sens, déjà un premier changement de logique dans le sens où il y a une prise en charge beaucoup plus importante de l'activité partielle par l'État. Et là, l'idée derrière, c'est évidemment de sauver les entreprises, d'éviter que les entreprises, hein, ne mettent la clé sous la porte et licencient. Donc, on a cette première modification qui est vraiment très favorable à l'employeur. Et on a une deuxième qui est l'admission à la procédure d'activité partielle, qui est largement simplifiée. Alors, je vous le fais rapidement. L'employeur a un délai de 30 jours pour mettre en place la procédure, hein. Il met ses salariés en activité partielle et il a 30 jours pour faire sa demande, hein, d'activité partielle à l'administration. Il n'est plus obligé d'informer et consulter au préalable le comité social et économique. Cette information et consultation doit avoir lieu, mais dans un délai de 2 mois. Donc, on a un peu de temps pour informer et consulter le CSE. Et le dernier point qui me semble très très important,
c'est que l'administration a un délai de réponse, hein, elle doit donner une réponse, hein, une autorisation administrative, mais le délai était de 15 jours, et là, le décret du 25 mars fait passer l'autorisation à un délai de 2 jours. Donc, au-delà d'un délai de 2 jours après le dépôt, hein, de la demande d'activité partielle, eh bien, il y a une autorisation tacite, si l'administration n'a pas répondu, d'activité partielle. Donc, de facto, on peut dire que, vu le nombre d'entreprises qui ont déposé des dossiers d'activité partielle, il y a eu massivement des autorisations qui ont été données sans capacité par l'administration de contrôler, hein. L'administration n'a pas pu contrôler toutes les demandes en 48 heures. Dans les 48 heures, face aux dizaines, aux centaines de milliers, aux millions de demandes, hein, qui ont été faites pour les salariés, par les entreprises pour les salariés. Donc, on a un dispositif qui est un dispositif qui s'apparente à une sorte de droit de tirage sans contrôle, hein, de l'activité partielle. Et cela me fait penser à une tentative qui avait été faite par un précédent législateur en 2012, par ce précédent gouvernement, pardon, en 2012. Il y avait un décret du 9 mars 2012, donc on était à la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy, qui avait déjà voulu supprimer l'autorisation administrative d'activité partielle, en supprimant, alors pas totalement, c'était tout contrôle préalable, c'est-à-dire que le contrôle avait lieu a posteriori. Et cette suppression avait été extrêmement critiquée par l'IGAS, qui effectivement avait soulevé que ça pouvait conduire à un droit de tirage à guichet ouvert. C'était l'expression de l'IGAS. Et cette expression-là, j'aurais tendance à vouloir la reprendre pour le dispositif actuel. Je crois qu'avec cette autorisation administrative en 2 jours, on a un véritable droit de tirage à guichet ouvert qui est instauré, et donc avec un contrôle qui sera très faible, voire impossible. Alors, le contrôle qui peut avoir lieu, c'est un contrôle effectivement sur la bonne réalité de l'activité partielle, c'est-à-dire est-ce que les salariés sont vraiment suspendus ou est-ce qu'ils travaillent. Là-dessus, je pense qu'on peut concevoir un contrôle et j'espère qu'il aura lieu pour éviter des entreprises qui fraudent ce dispositif. Mais par contre, sur le motif, sur les raisons de l'activité partielle, là, on a vraiment aucun contrôle possible ou très peu de contrôle possible par l'administration. Et c'est donc du coup, ça me semble quand même un petit peu problématique parce qu'on est sur des sommes qui sont extrêmement onéreuses. Je pense que ça se chiffre en milliards d'euros pour le budget de l'État et pour le budget de l'UNEDIC, et qui n'ont pas véritablement fait l'objet de débats, hein, d'une discussion, même si je comprends bien la légitimité, hein, de vouloir aider les entreprises. Et donc, c'est ce qui me fait dire qu'on est quand même dans un dispositif, là, en 2020, qui est véritablement taillé pour les entreprises. Donc, je ne dis pas qu'il est défavorable aux salariés, les salariés en profitent aussi, mais on est vraiment dans une aide massive aux entreprises. Et donc, là, c'est un changement de logique de l'activité partielle. Et la question que je pose, qui est une question ouverte, c'est est-ce que ce changement de logique va perdurer après la procédure, après la pandémie, ou est-ce qu'on reviendra à un statu quo ante une fois que cette pandémie sera finie? Je n'ai pour l'instant pas la réponse, mais je pense qu'il est déjà important de bien voir ce changement qui a eu lieu avec ce décret du 25 mars 2020. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.